Je suis très heureux d'accueillir Stéphane Rank, que vous connaissez tous. Stéphane Rank est professeur des universités praticien hospitalier en parasitologie, mycologie. Il a une forte valence mycologie. Il a une multitude de casquettes, mais il est entre autres chef du service de parasitologie, mycologie du laboratoire des agents infectieux de la PHM, et il est aussi coordonnateur du laboratoire de microbiologie de la PHM. Donc Stéphane aujourd'hui va nous parler de Malassezia. Vous allez voir que c'est un monde entier. Donc merci beaucoup Stéphane. Merci Pierre-Edouard pour cette introduction. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui des Malassezia, donc qui sont des levures, donc des composants du mycobiote. Le mycobiote, c'est le microbiome fongique. Et je dis que c'est les stars du mycobiome parce que, en fait, on en a beaucoup parlé et vous verrez pourquoi. Et est-ce que cette réputation de vedette, entre guillemets, est méritée ou pas? En fait, ça va être la conclusion de ce topo. Alors, donc les Malassezia sont des levures du genre Basidiomycètes. Donc là, il faut savoir que la plupart des levures qu'on trouve chez l'homme sont des ascomycètes. Donc les Basidiomycètes, déjà, c'est une minorité. Ceux qui s'intéressent à la pathologie connaissent sans doute les cryptocoques, qui sont d'autres Basidiomycètes qui sont d'importance médicale. Et donc les Malassezia, vous verrez que c'est en fait les levures les plus fréquentes, les plus communes et les plus abondantes dans le mycobiome cutané. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu et ça donne aussi des maladies. Donc dans une première partie du speech, je vous parlerai bien sûr un peu de ces levures. On ne va pas rentrer dans les détails de phylogénétique et autres choses qu'on a fait par ailleurs, mais je ne vais pas parler de ces travaux-là. Et je parlerai donc rapidement un tableau de l'implication clinique, de ce qu'on sait déjà de la colonisation, puis après de nos travaux où on a montré effectivement la répartition des différentes espèces en colonisation. Et puis après, la vraie question, est-ce que ces Malassezia sont situés ailleurs que dans la peau? Donc chez l'homme, alors déjà ils sont des basidiomycètes, ils ont la particularité d'être des champignons qui sont lipodépendants, c'est-à-dire que pour les cultiver, il faut absolument qu'il y ait des lipides. Alors il y a des gens qui disent, alors c'est vrai que la plupart des Malassezia ne poussent pas sur le milieu classique de mycologie qui est le saboureau, sauf Malassezia pachydermatis, mais en fait tous les Malassezia sont lipodépendants quand on analyse leur génome, et si pachydermatis arrive à pousser sur saboureau, c'est qu'en fait il arrive à utiliser les lipides qui sont présents dans le milieu de saboureau parce qu'il y a quelques lipides, ça lui suffit. Les autres, en général, ne poussent pas dessus. Et donc, leur caractéristique, c'est qu'il faut forcément ajouter des lipides dans les milieux de culture si on veut les cultiver. Chez l'homme, il donne des maladies qui sont connues, la plupart, donc c'est le pityriasis versicolore, la dermatite séboréique, des folliculites, donc comme des abcès autour d'un poil, des infections systémiques, alors ça c'est quelque chose de rare, difficile à documenter, donc c'est pour ça que je parle un petit peu de diagnostic, très peu. Et puis bon, les patients qui sont à risque de faire de ces complications sont surtout des patients qui sont immunodéprimés, et vous verrez qu'on va s'intéresser particulièrement aux patients infectés par le VIH, et aussi les patients qui sont nés prématurés, enfin les enfants prématurés, et surtout s'ils ont des perfusions intraveineuses, enfin une nutrition parentérale à base de lipides. On comprend pour des levures lipodépendantes, le fait de se faire injecter des lipides dans le sang, évidemment c'est un facteur de risque. Chez l'animal, il faut en parler rapidement, et donc Bernard ne me contredira pas, ce sont des agents d'otite notamment, et de dermatite aussi, et en particulier chez les chiens et les chats, donc des otites qui sont liées à pachydermatis, Malassezia pachydermatis. Donc il y a beaucoup d'espèces qui sont connues, je crois qu'on en a décrit 18 jusqu'à présent. Les principales espèces qui sont impliquées chez l'homme, c'est Malassezia furfur, Sympodialis, Globosa, Restricta et Obtusa. Pachydermatis, donc c'est plutôt chez l'animal, mais on le trouve fréquemment chez l'homme et il donne des pathologies chez l'homme aussi, notamment des fongémies, notamment parce qu'il est facile à cultiver sur saboureau. Donc en fait le diagnostic, il y a un biais positif de diagnostic pour cette espèce-là puisqu'elle cultive sur les milieux habituels. Sloufier, donc c'est plutôt associé au porc, mais toutes ces espèces peuvent donner des maladies chez l'homme aussi, et ils sont tous kératinophiliques, c'est-à-dire qu'ils aiment la kératine, et donc c'est bien adapté à la peau, puisque la couche cornée de la peau contient de la kératine, et ils sont tous lipodépendants. Alors, comment est-ce qu'on en fait le diagnostic au laboratoire? Déjà, on peut faire, quand il y a des lésions, on peut faire un examen direct, et ce qu'on fait, ce qu'on appelle le test à la cellophane adhésive, puisqu'on c'est pas grave.
comme on peut plus dire Scotch Test, hein, puisque c'est une marque, donc c'est la cellophane adhésive. Donc on met en pratique un ruban adhésif sur la peau et on met un colorant qui est le plus souvent enfin soit du bleu coton, soit un dérivé du bleu coton. Et on peut observer donc ces petites levures qui sont rondes et avec, comme on voit ici, des petits filaments. Et puis ici vous avez, ici et là, vous voyez cet aspect qui est vraiment caractéristique et qui ressemble à une grappe de raisin. Et donc quand on a cet aspect-là en microscopie, on peut reconnaître déjà que c'est du Malassezia. Mais bien sûr, le problème de l'examen microscopique direct, c'est qu'il est relativement peu sensible. Et donc on a besoin aussi d'autres méthodes pour diagnostiquer, donc en particulier la culture. Donc la culture, vous avez bien compris qu'on ne peut pas le cultiver normalement sur des milieux classiques de mycologie, qu'il faut vraiment mettre en place des milieux spécifiques. Les milieux spécifiques qui existent, alors il y a le saboureau sur lequel on met un film d'huile d'olive, mais en réalité il ne permet pas de cultiver tous les Malassezia. Il y a certaines espèces pour qui ça suffit, mais d'autres pour lesquelles ça ne suffit pas. Donc on ne peut pas utiliser cette méthode un peu simple, et on est obligé d'utiliser des milieux un peu plus complexes comme le Lemming-Notman ou le Dixon, et notamment la version modifiée, hein, puisque c'est Dixon M maintenant, c'est Modified Dixon, qui est très efficace. Les deux là, le Lemming-Notman et Dixon sont très efficaces pour isoler ces levures. Et il faut savoir que, évidemment, quand on prend des prélèvements qui sont plurimicrobiens, il faut pouvoir inhiber. Alors pour inhiber les bactéries, on va mettre des antibactériens. Pour inhiber les autres champignons et la plupart des autres champignons, on va utiliser le cycloheximide, l'actidione, hein, qui permet effectivement d'inhiber la culture de la plupart des autres champignons. Mais c'est vrai qu'il y a certaines levures, et en particulier une levure qui est particulièrement fréquente chez l'homme, c'est Candida albicans, hein, c'est un des colonisants les plus fréquents, qui lui est cycloheximide résistant. Donc il résiste à l'actidione, et donc vous verrez que ça pose un problème. Et quand on a voulu travailler sur le mycobiote fécal, eh bien on a dû trouver une petite astuce pour circonvenir à ce problème-là. Alors, avant de nous lancer dans tous les travaux qu'on a commencé, on a commencé par faire une étude déjà pour savoir quel était le meilleur moyen pour isoler en culture ces champignons. Alors, il y a le problème quand on fait l'isolement d'un pathogène, hein, d'un micro-organisme, c'est d'abord quel est le moyen de prélèvement et ensuite le moyen de culture. Donc on a pris des volontaires sains et on a regardé chez eux, on a comparé trois méthodes de prélèvement. Donc avec le fameux Transwab, c'est un écouvillon avec un milieu de transport, un écouvillon sec et la compresse stérile, hein, la simple compresse stérile qu'on peut trouver partout où il y a des patients en fait. Hein. À l'hôpital. Et donc vous voyez que 67% des cultures positives provenaient de la compresse, hein, donc c'est vraiment le meilleur moyen, les autres étant à peu près comparables, hein, mais le meilleur moyen, le plus rentable, si vous voulez, le plus rentable, c'est vraiment d'utiliser une compresse, probablement parce que la surface aussi est plus importante, mais en tout cas c'est vraiment la compresse qui nettement est le moyen de prélèvement le plus efficace. Ensuite, quand on regarde sur les deux milieux qu'on a comparés, qui sont le Dixon et le milieu Fast-Funk, qui est un milieu en fait pas spécifique des Malassezia, mais qui a été mis au point à l'IHU Méditerranée Infection pour cultiver des champignons fastidieux, hein, c'est ça, Fast-Funk. Eh bien, ce milieu-là, vous voyez qu'il a, en fait, il y a 62% des cultures qui ont été positives sur ce milieu-là. Donc, on voit aussi que lorsque l'on combine à la fois les compresses et le milieu Fast-Funk, donc c'est ainsi qu'on a les meilleurs résultats. Voilà, donc là c'était à partir de 300 cultures, il y en avait 31% chez lesquelles on a isolé au moins une colonie de Malassezia, et vous voyez que la majeure partie c'était donc Globosa 42%, Sympodialis 40%, et puis Malassezia restricta plus rarement, et notamment Malassezia restricta, on voit quand même que le Fast-Funk était bien supérieur, hein, au Dixon pour isoler cette espèce en particulier qui semble peut-être un peu plus difficile à cultiver. Alors, par ailleurs, donc, on a aussi travaillé sur des tests de sensibilité in vitro, puisque ce sont quand même des agents qui peuvent donner des fongémies, hein, et globalement, on voit qu'il y a, le kétoconazole, qui est un traitement qui est réservé exclusivement comme topique, c'est-à-dire en cutané, et non pas en IV, puisqu'il est toxique en IV, on l'utilise plus en fait depuis longtemps. On voit qu'on a des CMI qui sont relativement basses, donc on atteint une efficacité.
Le voriconazole est aussi très efficace et globalement, on a, je dirais, des CMI qui sont relativement faibles et les plus élevés, on les observe avec le fluconazole en sachant que ce sont quand même des CMI qui en général prédisent, quand on regarde des champignons qu'on a l'habitude de traiter comme Candida albicans, même une CMI à 16, on devrait avoir une certaine efficacité à condition d'avoir des doses assez importantes. Hein. Donc c'est pas une résistance très majeure, je dirais. Voilà. Et puis pour terminer le chapitre des diagnostics, il y a le diagnostic moléculaire, c'est-à-dire par PCR. Le problème évidemment, c'est que quand on fait des PCR pour essayer de mettre en évidence un commensal de la peau, eh bien ça pose des problèmes d'interprétation et évidemment aussi des problèmes probablement de contamination, parce qu'on pense que effectivement, comme nous sommes tous porteurs de Malassezia finalement, à des degrés divers bien sûr, la probabilité que le manipulateur contamine la PCR est importante. Donc du coup, pour essayer d'être plus spécifique, on préconise l'utilisation de deux cibles distinctes, hein, toujours dans l'ARN ribosomal, mais qui sont distinctes à différents niveaux, donc au 18S et le 28S. Et c'est vrai que de toute façon, il faut interpréter les PCR, donc faire de la PCR à partir de la peau, je dirais ça n'apporte rien, parce qu'on ne peut pas différencier la simple présence ou colonisation, si vous voulez, d'une infection. En revanche, c'est vrai que quand on l'a à partir d'un site stérile, par exemple une valve, si c'est une endocardite, là ça a un autre intérêt, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs dans ce contexte-là. Voilà, alors là vous avez un peu le panorama de tout ce qu'on va pouvoir associé donc à Malassezia chez l'homme en tant que maladie. Alors le plus banal, hein, c'est les pellicules, l'état pelliculaire du cuir chevelu. Ça c'est quelque chose que vous connaissez tous, hein, vous avez tous vu ça. C'est vrai que c'est une maladie qui est vraiment associée à Malassezia et en fait c'est lié à une irritation, hein, une inflammation du cuir chevelu due à cette levure, et le traitement des pellicules du cuir chevelu, donc c'est soit les antifongiques, soit les anti-inflammatoires, c'est-à-dire que soit vous mettez des molécules antifongiques, les shampoings antipelliculaires sont des molécules antifongiques, soit on peut mettre aussi des corticoïdes locaux, et ça fonctionne, hein, dans les deux cas, c'est des mécanismes d'action opposés, je dirais, mais à la fin, ça permet d'arranger le problème des pellicules. L'autre maladie qui est fréquente et qu'on observe souvent, c'est la dermite séboréique, qui est liée au stress, hein, c'est-à-dire favorisée par le stress en tout cas, par aussi des terrains hormonaux, hein, c'est notamment autour de l'adolescence, c'est très fréquent. Et aussi, c'est une maladie qui est très fréquente chez les patients qui sont immunodéprimés chez le VIH. À l'époque de l'épidémie du VIH, hein, dans les années 80, c'était un des signes, hein, sur lequel on pouvait suspecter une infection à VIH, parce que c'est vrai que ces patients-là avaient souvent une dermatite séborrheique, et c'est quelque chose qu'on peut observer facilement, puisque ça atteint en fait la région médio-faciale jusqu'à la xiphoïde, en fait, donc la région sternale. Enfin, c'est vrai que sur la face, déjà, on pouvait avoir des indices en tout cas de ça. Ensuite, l'autre maladie qui est bien connue pour être associée à Malassezia, c'est le pityriasis versicolor. Vous avez ici la forme acromiante qui est classique, hein, c'est-à-dire que les petites taches blanches que vous voyez sur cette peau bronzée, en fait, c'est des zones où il y a le champignon. Et le champignon sécrète une enzyme qui bloque la mélanogénèse, c'est-à-dire le fait qu'on bronze. Hein. Et donc, quand on a ce champignon-là, on ne bronze pas. D'accord ? Et donc, quand on guérit, enfin, quand on les traite, je veux dire, eh bien, ils ne rebronzent pas automatiquement. Donc, il faut qu'ils se remettent au soleil pour bronzer. Donc, les taches peuvent persister après le traitement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un échec du traitement, c'est juste qu'il faut juste le temps de rebronzer. Et là, vous avez un autre aspect avec des zones hyperchromiques et achromiques. Enfin, bon, il y a des petits détails de présentation. Et comme vous voyez, en général, c'est sur la région, sur le thorax, plutôt, au niveau du tronc que ça va siéger. L'autre particularité, c'est la dermatite atopique. Alors, c'est une maladie allergique, évidemment, mais il y a une forme particulière de cette maladie allergique qui est vraiment associée à Malassezia dans beaucoup d'études. C'est la dermatite atopique localisée à la face et au cou. Hein, donc ça, c'est quelque chose dont les études ont vraiment montré une forte association avec Malassezia et aussi une régression des symptômes lorsqu'on traitait l'agent fongique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette maladie-là et ce champignon.
Par ailleurs, donc, il y a des folliculites. Donc, les folliculites, vous savez que c'est des infections donc, qui se manifestent par des sortes d'abcès, en fait, qui sont centrés par un poil. Hein. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est classique aussi avec Malassezia, peut-être un peu moins fréquent. Donc, les endocardites et les fongémies et les endocardites ont été documentés. Les fongémies, donc ça, il y a eu beaucoup, il y a des case reports, même des études, hein, où on a montré qu'il y avait même parfois des épidémies, notamment chez des prématurés, enfin toujours dans un contexte de risque particulier avec des traitements à base de lipides intraveineux. Mais il y a aussi des documentations d'endocardite qui ont été faites. Alors ça reste très marginal, il doit y avoir moins de 10 cas dans la littérature, hein, donc, mais c'est quelque chose qu'il faut en tout cas rechercher. Et puis chez l'animal, donc je vous ai déjà dit que ça pouvait donner des otites et des dermatites. Bien sûr, il ne faut pas oublier que je vous l'ai déjà dit, je le répète, que c'est un commensal hein, de la peau humaine et que entre 75 et 100% des sujets sains ont du Malassezia sur la peau. Donc pour vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement répandu, le fait de trouver du Malassezia ne veut pas dire qu'on en est malade, hein, c'est certain. Et pour en revenir à une des maladies dont je vous ai parlé, la dermatite séborrhéique, hein, donc c'est vrai que je vous l'ai dit que c'est Malassezia qui la cause. En population générale, il y a quand même 3 à 5% des personnes, hein, puis c'est pas des patients, des sujets qui ont cette dermatite séborrhéique. Par contre, chez les patients qui sont infectés par le VIH, on voit qu'il y a entre 30 et 80% des patients immunodéprimés qui sont, donc un pourcentage beaucoup plus élevé. Et alors que c'est entre 20 et 40% seulement pour ceux qui n'ont pas le stade SIDA, qui ne sont pas le stade SIDA. Mais globalement, vous voyez que la prévalence chez les patients qui sont infectés par le VIH semble plus importante que la population générale, même s'ils ne sont pas au stade SIDA. Donc la corrélation entre la sévérité, la gravité hein, de la dermatite séborrhéique et la gravité du sida qu'on peut estimer en fait grâce au taux de CD4, hein, plus il est bas, plus on estime qu'il est grave, en tout cas l'immunodépression est plus importante, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas si clair que ça en fait dans la littérature et qu'on voulait donc investiguer. C'est vrai qu'il y a peu d'études qui posent cette question-là, donc ça restait à documenter. Et puis c'est vrai qu'on s'intéressait aussi aux interactions fongiques et bactériennes, mais du coup je me rends compte que je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, donc on va passer discrètement là-dessus. Alors, pour ça, on a fait une étude dans laquelle on a voulu tester en prospectif, hein, donc des patients. Alors, il y avait 10 volontaires sains, 20 patients infectés par le VIH, dont 10 avaient plus de 500 CD4, donc on considérait comme non immunodéprimés, et 10 avaient moins de 200 CD4, qu'on considérait comme relativement sévèrement immunodéprimés, pour voir justement l'influence à la fois de la séropositivité VIH, enfin de la maladie, de l'infection par le VIH, et au sein de ce groupe-là, de voir l'influence de l'immunodépression sur le mycobiote fongique, en sachant qu'on s'est vraiment focalisé sur Malassezia, on n'a pas fait le mycobiote en général, hein, on s'est focalisé sur Malassezia. Donc on a fait des prélèvements qui étaient prévus donc à plusieurs visites, hein, donc au niveau du scalp, du front, du sillon nasogénien et de la région médio-sternale, hein, c'est des zones qui sont connues pour héberger des Malassezia. Évidemment, indépendamment de la présence ou non de lésions cliniques, hein, on a prélevé tout le monde de la même manière. Et après, donc, on l'a prélevé avec les compresses, comme on l'a dit, on l'a mis sur le milieu fast fung, et en particulier, en fait, on a même utilisé un milieu qu'on a développé, dont je vous parlerai plus tard, qui est encore plus spécifique de Malassezia. Et puis on a fait aussi après, donc je vous en parlerai puisque ça répondra à la question sur la métagénomique, donc une étude métagénomique là-dessus. Globalement, oui, alors le problème, il faut le dire, hein, c'est que cette étude a vraiment été perturbée par le Covid, puisqu'en fait c'est arrivé, enfin on l'a mise en place juste avant l'épidémie du Covid, et je ne sais pas si ceux qui étaient là le savent, mais au moment de l'épidémie du Covid, en fait le suivi des patients VIH a été interrompu pendant plusieurs mois, si c'est pas vraiment une année, ou alors c'était vraiment très très sporadique. Donc les visites qui étaient programmées plus ou moins régulièrement chez ces patients-là ont été complètement bouleversées. Et du coup, on a eu beaucoup de perdus de vue, hein, ce qui n'était pas attendu. Enfin, on s'attend toujours un peu de perdus de vue, mais enfin, là, on a eu énormément de perdus de vue, en tout cas dans la population des séropositifs pour le VIH.
Et ça, c'était les circonstances qui ont voulu ça. Donc pour le recrutement, donc vous voyez qu'on a recruté une dizaine de patients volontaires sains, des patients, 13 qui avaient plus de 500 CD4 et 10 qui avaient moins de 200 CD4. Globalement, l'âge des patients qui étaient sains était un peu plus jeune que ceux qui étaient infectés par le VIH. Voilà, et puis on voit quand même que évidemment, bon, il n'y avait pas de, enfin, pour les CD4, le taux de CD4 était quand même relativement bas. Enfin, plus bas que chez les patients sains, entre guillemets, chez les patients qui étaient VIH positif mais supérieur à 500 CD4+, et puis évidemment ceux qui étaient moins de 500, vous voyez que leur moyenne ils avaient 105 ou 106 CD4, ce qui est effectivement assez peu. Alors, quand on regarde donc l'abondance des unités formant colonies de Malassezia chez ces sujets-là, donc on peut voir que globalement, déjà il faut dire que tous les sujets ont eu au moins un prélèvement positif à Malassezia, c'est-à-dire qu'on a trouvé du Malassezia chez tout le monde, hein, au moins une fois. Après, évidemment, l'abondance est différente. Vous voyez que donc plus de 100 unités formant colonie, c'est ce qui est en rouge sur le schéma. Vous voyez qu'en fait, ce cas de figure ne survient que chez les patients qui sont infectés par le VIH. Et je dirais que c'est à peu près équilibré entre les patients qui ont moins de 200 CD4 et ceux qui ont plus de 500 CD4. Donc, on a vraiment l'impression que l'infection, enfin la séropositivité pour le VIH et puis tout ce qui va avec peut-être, hein, parce que je ne connais pas la cause exacte. Est-ce que c'est les traitements qu'ils prennent? Est-ce que c'est d'autres facteurs confondants? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette population-là, il y a une plus forte abondance de Malassezia que dans la population contrôle qu'on avait en tout cas. Et donc, on n'a jamais observé plus de 100 unités formant colonie chez les sujets sains. C'est ça qui est important. Ensuite, à partir donc toujours de la peau, hein, on voit que aussi, alors ça c'est uniquement chez les sujets sains, pardon. Donc il y a une relative stabilité des différentes espèces, mais qui varie quand même selon les visites, hein, c'est-à-dire que quand on prélève le même individu à des moments différents, on n'a pas tout à fait les mêmes proportions, mais globalement c'est Malassezia sympodialis et Malassezia globosa, vous voyez en bleu et en orange, qui prédominent vraiment, hein, au sein des Malassezia chez les sujets sains. Et quand on compare donc les sujets sains et les sujets infectés par le VIH, donc on a regroupé tous les sujets infectés par le VIH, on voit bien que Sympodialis et Globosa sont l'espèce qui prédomine chez les sujets sains, alors que Restricta et Furfur sont beaucoup plus fréquents chez les patients infectés par le VIH. On les isole parfois chez les patients non VIH, mais de manière vraiment très très épisodique, hein, alors que c'est à peu près dans 20% des cas chez les patients infectés par le VIH. Donc il y a une influence de l'infection par le VIH qui est nette, je dirais. Après, on peut voir aussi que la répartition des espèces est différente selon le site de prélèvement, que ce soit la poitrine, que ce soit le scalp, le front ou le pli nasogénien. On n'a pas la même répartition. Et vous voyez que Malassezia furfur qu'on voit en jaune est vraiment prédominant au niveau de la poitrine chez les patients qui sont infectés par le VIH. Hein. Ça, par exemple, c'est un des résultats qu'on peut ressortir de manière assez nette. Alors, donc la question quand je vous ai parlé du star du mycobiome fongique, en fait c'est en référence à toutes les études récentes qui sont sorties à base de métabarcoding, hein, c'est-à-dire qu'on utilise un code barre qui permet d'identifier des micro-organismes. Donc on le fait bien sûr pour les bactéries avec le 16S, et on le fait avec les champignons avec la région ITS de l'ARN, du gène qui code l'ARN ribosomal, les deux régions. Alors, c'est vrai que donc il y a eu des études, hein, qui sont sorties où on voit effectivement que Malassezia a été trouvé, par exemple, quand je prends cette étude-là, dans des voies respiratoires de patients qui avaient une mycoviscidose.
On le voit aussi chez des patients qui sont asthmatiques, et toujours dans le contexte que voilà, l'amplification de l'ADN permet des diagnostics que ne permet pas la culture quand on ne met pas les moyens adéquats en face. Donc c'est vrai que la question, c'était une nouveauté. Comment se fait-il en fait qu'on trouve des malacésias en dehors de la peau, hein? Est-ce que c'est un problème technique ou c'est une réalité? Et donc c'est vrai que l'émergence du NGS, donc d'une nouvelle technique de séquençage, a permis effectivement le fait qu'on mette en évidence des malacésias dans des endroits où on ne suspectait pas du tout qu'ils existaient. Par exemple, vous avez chez 6 sujets, 100% avaient des malacésias dans la bouche, chose qu'on ne s'y attendait pas du tout. Chez 34 sujets, donc 100% avaient dans les voies respiratoires, avec une abondance entre 50 et 58%, donc c'est quelque chose d'important. Sur la cornée, hein, là aussi, on trouve 100% de 18 sujets, on trouve des malacésias. Au niveau du cerveau, quand même, 89 chez 18 sujets, 89% de 18 sujets qui avaient, et 100% de patients qui avaient une maladie de Parkinson. On a trouvé aussi des rides de malacésia dans le lait humain, et dans le tube digestif aussi, 89% de 317 échantillons. Ça fait quand même beaucoup, et ça a vraiment bouleversé, enfin on s'y attendait pas. C'est pas par rapport aux connaissances antérieures, c'était vraiment inattendu. Et donc, on a fait une revue de la littérature pour voir justement où est-ce qu'on en était par rapport à cette... parce qu'en gros, ça impliquait que malacésia était associée peut-être avec des maladies qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, enfin, pour lesquelles on ne soupçonnait pas que malacésia, ces levures-là, en tout cas, pouvaient jouer un rôle. Et donc, cette revue de la littérature met effectivement en évidence des données qui sont certes toutes basées sur des études métagénomiques, mais qui montrent quand même une association qui semble significative avec différentes maladies. Alors le psoriasis, c'est une maladie de la peau, donc ça paraît pas trop surprenant, on s'y attend, donc on trouve plus de malacésia sur les lésions des patients qui ont des lésions de psoriasis, d'accord. La dermatite atopique, ça je vous en ai parlé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui montrent cette association avec la forme tête et cou, hein, de la dermatite atopique. La rhinosinusite chronique, déjà là c'est un peu moins, enfin on s'y attendait pas en réalité, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de données, enfin il y a une étude en tout cas qui documente assez bien ce phénomène. Pour l'asthme, effectivement on a montré une augmentation de l'abondance des malacésias chez les patients qui sont asthmatiques, pareil pour la mucoviscidose. Pour l'infection HIV aussi, on avait cette tendance-là avec peut-être une association avec les taux de CD4, mais ce n'était pas certain. Les maladies inflammatoires, on a souvent mis en avant Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, mais finalement, peut-être que malacésia semble le champignon qui est peut-être le plus associé à ces maladies inflammatoires du tube digestif. Le cancer colorectal et, de manière très surprenante, hein, beaucoup de maladies neurovégétatives comme le Parkinson, l'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques. On a des données où les auteurs ont trouvé des associations avec, en tout cas la présence de malacésia de manière plus importante chez les malades que chez des contrôles. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça posait vraiment une question. Et quand on regarde les données de cette littérature, on a vraiment l'impression que malacésia est impliquée dans ces maladies-là. Ça, c'est une étude donc, qui a été publiée, qui a été faite ici par Ahmad. Là, c'était une étude de l'IHU Méditerranée Infection, où on voit aussi, alors dans des populations extrêmement différentes, où on s'est intéressé donc au mycobiote. Et donc, vous voyez que malacésia qui est en... Alors, je me souviens plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, la couleur des malacésia donc en vert. Vous voyez ici, hein, vraiment, alors il y en a aussi chez d'autres personnes, mais globalement, on voit qu'il y en a plus chez les patients qui étaient VIH. Et puis, je vois que celui-là, il avait un marasme aussi, il en avait pas mal aussi. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a du malacésia dans le tube digestif de sujets très différents qui n'étaient pas forcément malades, hein. Il y avait des sujets sains d'origine ethnique avec des alimentations, etc., très différentes. Et donc dans les études qui ont été faites ici à l'IHU Méditerranée Infection, globalement il y avait sur 14 échantillons de selles, donc on a vu des discordances entre la métagénomique et la culturomique, où effectivement la métagénomique mettait en évidence des malacésias qui n'étaient pas forcément retrouvés en culturomique. Et sinon on avait vu qu'il y avait
Malassezia restricta notamment, qui était très abondante donc, dans 71% des patients qui étaient atteints par le VIH. Donc les questions qui restent après, enfin une fois que ces études ont été menées, c'est est-ce que Malassezia en fait colonise vraiment le tube digestif des patients? Est-ce que l'immunodépression influence l'abondance en tout cas et la fréquence aussi de cette colonisation? Et donc est-ce que les levures sont viables? Est-ce que c'est simplement de l'ADN qu'on détecte, de l'ADN de levure morte, ou est-ce que ce sont des levures vivantes? Et est-ce que si elles sont vivantes, est-ce qu'elles sont stables? Est-ce qu'elles restent de manière stable dans le tube digestif? Donc c'était toujours la même étude, et en même temps qu'on faisait les prélèvements de peau, on leur demandait de peau, on leur demandait un prélèvement de sel à différentes visites. Là aussi, on a été, comme je vous ai expliqué, perturbé par le Covid, qui nous a empêché d'avoir un vrai suivi régulier. Donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait à la fin de l'étude. Donc c'était les mêmes patients, et sur ces selles, donc on a fait plusieurs choses. D'une part, on a cultivé les selles pour essayer d'isoler les Malassezia, et donc je vous expliquerai comment est-ce qu'on a fait. On a fait de métabarcoding ITS et 16S, mais en pratique je vous présenterai que les résultats de la ITS, donc les métabarcoding fongiques. Et on a fait aussi une PCR Malassezia spécifique de Malassezia et une PCR de viabilité qui permet de dire si oui ou non, en tout cas si c'est de l'ADN vivant ou des levures mortes qui sont présentes. Alors là, je voulais vous montrer quand même le workflow, si vous voulez, de l'analyse métagénomique qu'on a mise en place. Donc ce qui est important, c'est qu'on amplifie les deux régions, ITS1 et ITS2, et en plus, on fait 3 amplifications avec 2 températures différentes, dans le but, donc vraiment le but de notre approche, c'est d'augmenter la diversité, en essayant d'amplifier le maximum de séquences possibles. Donc ce qui bien sûr va gêner la quantification, mais en tout cas notre objectif c'est pas d'avoir une quantification juste, c'est plutôt d'avoir une diversité maximale. Et ensuite, donc voilà, sinon il faut savoir que globalement c'était le pourcentage d'identité. Lorsqu'on avait plus de 97% d'identité par rapport aux bases de données nucléotidiques, eh bien on concluait que l'espèce identifiée était la bonne. Et vous voyez que entre 95 et 97 c'était le genre, etc. jusqu'à moins de 80. Enfin, lorsque c'était inférieur à 90%, on disait que c'était le règne des fongiques ou un autre règne éventuellement. De temps en temps, ça varie, on amplifie des plantes aussi. Voilà, donc on a comparé, enfin on a fait différentes approches, mais globalement c'est ça, et on a regardé l'alpha diversité, la bêta diversité, enfin ça c'est à peu près, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, déjà, donc vous avez chaque fois donc les sujets sains, excusez-moi, les sujets infectés par le VIH. Donc, S1, c'est à la première visite, et la deuxième visite qui peut être, selon les patients, c'est une visite différente, en raison de la difficulté d'avoir un suivi régulier. Mais enfin, donc, c'était chaque fois les mêmes patients qui ont été regroupés. Donc, il y avait 10 sujets sains et 10 patients infectés par le VIH qui étaient là-dedans. Donc ce qu'on peut regarder, c'est que globalement, on a toujours plus de rides avec la cible ITS5 avec la cible ITS2, et aussi une plus grande diversité d'OTU, puisque par exemple quand on regarde le premier, c'est 735 OTU versus 400 OTU avec l'ITS2. Et quand on regarde la répartition, donc ITS1, ITS2, on voit que les basidiomycètes en fait sont quasiment presque la totalité de la cible ITS2, alors que vous voyez que c'est à peu près homogène entre ascomycètes et basidiomycètes en utilisant la cible. Donc vous voyez que déjà il y a un biais de cible qu'on voit déjà rien qu'au niveau du phylum, si vous voulez. Quand on compare les deux visites, je dirais que les différences sont pas forcément... Enfin, il y a des différences, mais c'est pas forcément significatif. Quand on s'intéresse au genre, eh bien, cette différence est encore plus marquée, puisqu'on voit que quand on regarde donc ITS2, on a du Malassezia
quasiment, enfin proche de 100%, quoi. Hein. Donc en gros, l'ITS2 c'est bon pour détecter Malassezia. Et là, vous avez déjà une piste qui vous permet d'expliquer certains résultats de certaines études. Pourquoi est-ce que c'est une star finalement du mycobiote? C'est que visiblement, il y a selon la cible qu'on utilise, c'est celle-ci qu'on va amplifier préférentiellement. Parce que vous voyez que quand on utilise ITS1, on a quand même une beaucoup plus grande diversité, hein, de genre déjà qu'avec l'ITS2. Et quand on regarde évidemment au niveau de l'espèce, bien là aussi ça crève les yeux qu'on a une bien meilleure diversité avec la région ITS1, en tout cas là à partir de la peau, hein, et qu'avec la région ITS2. Alors je dis bien, ça c'est valable pour selon l'échantillon qu'on utilise, parce que je sais que par ailleurs on travaille aussi sur des données, par exemple du sol, hein, donc le mycobiote du sol. On n'a pas eu le même problème en partant du sol. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention sur les personnes qui veulent toujours normaliser. C'est un peu un point que je voulais insister. On ne peut pas normaliser l'étude du mycobiote cutané à partir de données de mycobiote du sol, parce que visiblement ça ne se comporte pas de la même manière. Le sol, peut-être que l'ITS2 suffit largement. Pour la peau, visiblement non. Si on fait que l'ITS2, on perd énormément d'informations. Voilà, donc vous voyez, déjà, c'est pour vous montrer le biais lié, technique je dirais, hein, lié à la technique du métabarcoding ITS. Alors, est-ce que ces Malassezia colonisent le tube digestif des patients infectés par le VIH, et est-ce qu'on arrive à les cultiver à partir des selles? Alors évidemment, les selles, c'est des prélèvements éminemment plurimicrobiens, c'est bien connu. Et donc, il fallait trouver un moyen pour isoler nos Malassezia, qui sont des levures qui poussent difficilement, lentement, probablement qui sont en petit nombre. Et donc, on a toutes les conditions défavorables, en fait, pour les isoler en culture. Et donc là, c'est un travail qu'a fait Abdourahim Abdillah. Donc la plupart des résultats en fait que je présente sont faits avec lui. Eh bien, il a mis au point un milieu qui est beaucoup plus sélectif déjà que le milieu avec de l'actidione simplement, parce qu'effectivement, au niveau du tube digestif, on est vraiment en compétition avec Candida albicans, qui est très fréquent dans les selles humaines. Et Candida albicans pousse beaucoup plus vite que Malassezia. Et donc, quand on a du Candida albicans dans un tube digestif, et notamment chez les patients VIH, on sait qu'ils ont aussi fortement souvent colonisé à Candida, eh bien c'était un vrai challenge de pouvoir éliminer les candidats et pouvoir favoriser la pousse des Malassezia. Et donc il a fait la littérature et il a vu que dans la description de la rapamycine, donc la rapamycine c'est un produit qui est produit par un Streptomyces hygroscopicus et qu'on connaît, enfin que les médecins en tout cas connaissent sous le nom de sirolimus. C'est un immunosuppresseur. Et donc dès la description de cette molécule, on a vu déjà qu'il y avait des CMI qui étaient basses, hein, contre Candida albicans. En fait, c'est à partir de cette publication qu'il est allé voir, alors que vous voyez sur les bactéries, ça ne marche absolument pas. Et il y a un autre je crois que c'est en 98, là, un autre article qui a montré effectivement qu'on avait des CMI basses avec beaucoup de champignons, contre beaucoup de champignons. Hein, donc c'était assez prometteur. Et donc Abdourahim a fait les tests en prenant des différents champignons. Et on a montré, excusez-moi, voilà les résultats. Donc on a fait des tests comme ça. Et globalement, on avait eu des CMI assez basses, donc contre Candida albicans, Glabrata, etc. Par contre, ça ne marchait pas contre Krusei. Et les Malassezia. Et donc les Malassezia, on s'est dit on peut cultiver les Malassezia avec la rapamycine et ça va bloquer les Candida albicans. Et donc on a regardé donc les cultures en présence toujours de cycloheximides. Et heureusement les levures qui sont résistantes à la rapamycine sont sensibles aux cycloheximides, donc on arrive à se débrouiller comme ça. Et donc bien sûr, bon, je ne parle pas des antibactériens qu'on avait mis de toute façon, mais en plus des antibactériens, donc on a rajouté la rapamycine. Et vous voyez donc que quand c'est des Malassezia, en fait ils poussent bien
qu'il y ait ou non de la rapamycine. En revanche, Candida glabrata, lui, en réalité, il est bloqué par la cycloheximide déjà, enfin on ne sait pas, Parapsilosis, Cruzei aussi, et puis Tropicalis, on voit qu'il pousse légèrement quand il y a de la cycloheximide, mais la rapamycine aussi le bloque dans ces cas-là, et on avait ces résultats sur Candida albicans qui montraient la même chose. Voilà, donc on avait réussi à mettre au point ce milieu qui permettait de cultiver Malassezia à partir des selles. Donc on a regardé dans notre population d'études et on a vu effectivement qu'il y avait, enfin en gros, bon, pour passer les différences, vous voyez qu'il y a des différences évidemment de mycobiome, je dirais, cultivés par approche culturomique chez les sujets sains et les sujets malades, mais ce qui est important, c'est surtout la présence de Malassezia furfur chez un patient qui avait moins de 200 CD4. Et on avait trouvé 18, non peut-être 18, c'était pas le 18, il avait de nombreuses unités formant colonie, et on en a trouvé globalement chez 18 patients. Ensuite, donc les Malassezia, quand on se focalise sur les Malassezia, on a quand même trouvé des Malassezia chez des sujets sains, des contrôles, une colonie de Malassezia furfur, une colonie de Malassezia globosa, et oui, voilà. Et c'était chez ce patient VIH, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était bien 18 colonies, j'ai eu un doute, excusez-moi. Et donc 18 colonies de Malassezia furfur chez un patient qui était fortement immunodéprimé. Globalement, c'est tout ce qu'on a observé, en tout cas, concernant les Malassezia. Donc c'est vrai qu'on peut les isoler en culture, ça c'est là, on a fait au moins cette preuve-là. Ceci dit, c'est pas énorme. On a fait aussi, comme je vous l'ai dit, des tests avec une PCR basée sur le propidium monoazide. Donc c'est une molécule qui s'intercale avec l'ADN quand quand la cellule est morte, si vous voulez. Donc il pénètre dans la cellule, il s'intercale, il empêche donc la PCR. Et en théorie, donc, si la PCR ne fonctionne pas quand on active en fait le propidium monoazide, ça veut dire que l'ADN était mort, entre guillemets. Enfin, du moins, la cellule d'où provient l'ADN était décédée. Alors là, c'est là où c'est un peu compliqué. Bon, pour faire simple, on a eu 3 PCR positives dans les selles, ça fait pas beaucoup. Sur ces 3 positives, il n'y en a qu'une seule où le propidium monoazide était positif, chez un patient qui avait moins de 200 CD4. Et en revanche, on a vu des discordances, c'est-à-dire qu'une fois, on a eu une PCR qui indiquait que le Malassezia était vivant, c'est-à-dire que le propidium monoazide n'a pas été efficace, on va dire. Et dans ce cas-là, mais par contre, la culture était négative. Et on a eu le résultat inverse, c'est-à-dire avec le propidium monoazide positif, c'est-à-dire qui indiquait que a priori la levure était décédée. Mais dans le même échantillon, on a réussi à cultiver le Malassezia. Vous voyez, donc c'est toujours pareil quand on utilise des approches différentes, c'est compliqué à analyser, et puis c'est vrai que sur un relativement faible nombre, c'est un peu difficile à conclure. Donc, globalement, quand on veut faire la synthèse maintenant de mon propos, c'est que effectivement la PCR Malassezia a déjà été rarement positive dans les selles, ce qui veut dire que globalement, s'il y en a, il n'y en avait pas beaucoup. Quand c'était positif, c'était seulement chez les patients immunodéprimés. Donc ça indique probablement que l'immunodépression, effectivement, joue un rôle. Et c'est vrai que quand je parle d'immunodépression, en tout cas je parle d'immunodépression par le VIH, en sachant qu'on ne peut pas extrapoler des données qu'on a fait, parce que je pense qu'il y a aussi un effet de l'infection par le VIH, quelle que soit la cause vraiment, mais enfin, dans la population des patients infectés par le VIH, il y a quelque chose qui se passe avec Malassezia. L'immunodépression est probablement, un facteur qui augmentera l'abondance de la colonisation, c'est probable, mais que de toute façon, qu'est-ce qu'il en soit, Malassezia est très rarement cultivée à partir des selles, même quand on utilise le milieu qui est adéquat, et donc c'est difficile de dire que c'est un membre, je dirais, habituel du mycobiome fongique, du mycobiome intestinal. C'est certain que c'est l'espèce prédominante au niveau de la peau. Au niveau digestif, je pense que nos données vont plutôt à l'encontre, en sachant qu'évidemment, ce serait toujours mieux de répliquer ça sur des populations plus grandes et aussi diverses, différentes des nôtres. Mais en tout cas, nos résultats tendent à indiquer que ce n'est pas vraiment un résident habituel du tube digestif humain. Voilà,
Et sinon, ben, l'autre conclusion que je voulais faire, c'est que vous avez vu la difficulté même d'interpréter les résultats de métabarcoding fongique en fonction de la cible. Vous avez bien compris que par exemple si on on amplifie uniquement l'ITS2, on n'aura pas les mêmes résultats que si on amplifie l'ITS1. Le fait d'amplifier les deux régions, ça nous permet d'avoir une vision qui est plus globale mais qui n'est certainement pas parfaite du mycobiome. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que les auteurs qui tirent des grandes généralités à partir de données actuelles de résultats de métabarcoding fongique, ben je vous demande juste de faire attention à interpréter ces résultats. Et globalement, est-ce que Malassezia est ou n'est pas un star du mycobiome? Ben, en tout cas, du mycobiome digestif, je pense que c'est vraiment... moi, je dirais que non. Probablement pas. Au niveau de la peau, ça c'est certain, mais au niveau du tube digestif, bon, bien sûr qu'il faudra contrôler ces données dans d'autres populations, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment le cas. Donc c'est une réputation un peu usurpée. Et pour finir, donc, je voulais vraiment remercier d'abord Abdourahim Abdillah qui a fait sa thèse et un post-doc à l'IHU et qui a travaillé sur ce sujet qui a été fortement suggéré, on va dire, par Didier Raoult, que je remercie. Et grâce à lui, j'ai pu m'intéresser à ce groupe de levures qui est vraiment très intéressant. Et puis je remercie les docteurs Isabelle Ravo et Sadia Mokhtari qui étaient en charge des patients infectés par le VIH, qui ont été inclus et qui ont participé donc à cette étude. Et je voulais remercier tout le personnel de l'hôpital de jour et des consultations donc de l'IHU Méditerranée Infection qui nous ont aidés dans la réalisation de cette étude. Voilà, je vous remercie.